À mon propre mariage, ma belle-mère m'a giflé devant 200 invités. Tu t'es marié au-dessus de ton rang. Ne l'oublie pas. Sa famille a ri. Mon mari, un pilote des marines, s'est interposé entre nous. Touche encore à ma femme, et c'est fini entre nous. Elle a affiché un sourire narquois jusqu'à ce que l'homme derrière mon mari se lève. Je m'appelle Mathilda Miller. J'ai 31 ans. Avant de vous raconter la suite, prenez une seconde pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire le mérite. Laissez votre ville et votre heure locale dans les commentaires. J'aime savoir qui m'écoute. Pour comprendre pourquoi cet homme s'est levé, il faut comprendre l'histoire d'une chaise. Mes parents possèdent un dîner près de Lien Boulevard à Jacksonville, en Caroline du Nord. Il s'appelle Miller. Mon père le dirige depuis 22 ans, et en 22 ans, il a maintenu une règle inflexible, personne ne mange seul dans son dîner. Si un homme entre et s'assoit seul avec ce regard particulier, le regard de quelqu'un qui n'a nulle part où aller, mon père lui apporte un café qu'il n'a pas commandé et reste là jusqu'à ce que l'homme parle. Des marines, la plupart du temps. Nous sommes une ville de marines. On apprend à déchiffrer ceux qui portent un fardeau. Le dimanche soir, le dîner ferme au public et s'ouvre à nous. Ma mère cuisine trop de nourriture, comme elle l'a toujours fait, et la famille mange à la longue table près de la fenêtre. Et à cette table, pendant des années, il y avait une chaise sur laquelle personne ne s'asseyait. Prépare sa place quand même, disait ma mère chaque dimanche où il n'était pas là. La fourchette à gauche, le couteau à droite, le verre à l'endroit. Une chaise vide avec un couvert complet devant elle. Il n'était pas de notre sang. C'était quelqu'un que le monde avait rejeté, que mes parents avaient ramassé. Je vous parlerai de lui dans un moment. Sachez juste que cette chaise n'a jamais été une chose triste dans notre maison. C'était une promesse. Cela signifiait qu'une place était gardée, que la porte ne s'était pas fermée, que lorsqu'il rentrerait à la maison, il y aurait une place qui l'attendrait déjà, sans qu'il ait à la demander. J'ai grandi avec cela, avec l'idée qu'on mesure une famille à la place qu'elle sait faire aux autres. Je veux que vous imaginiez un dimanche, pour que la suite ait du sens. Les derniers clients partis vers 4 heures. Mon père retournant la plaque sur la porte et la verrouillant, puis libérant son propre silence à sa façon, en roulant les épaules comme s'il déposait une charge. Ma mère devant la plaque de cuisson avec 3 poêles sur le feu, disant à tout le monde de s'asseoir même si rien n'est prêt, parce que s'asseoir est l'essentiel et que la nourriture n'est que l'excuse. Mon frère et ses enfants, 1 ou 2 habitués qui n'ont nulle part ailleurs où aller. Les fenêtres passant du doré au bleu, et cette chaise unique, dressée et vide. La fourchette alignée au bord de la table, comme ma mère aligne tout, parce qu'une chose qui vaut la peine d'être gardée vaut la peine d'être gardée correctement. Personne ne m'a expliqué cette chaise quand j'étais jeune. Elle était juste là, comme une cicatrice et là, un morceau du corps de la famille. Quand j'ai été assez grande pour poser la question, ma mère m'a simplement répondu, c'est pour quiconque en a besoin. Elle est retournée à ses fourneaux, et j'ai compris que la réponse était toute la philosophie de la maison résumée en quelques mots. On garde une place. On ne demande pas à la personne de la mériter d'abord. On met la fourchette et on attend. J'ai emporté cela dans mon travail sans le vouloir. Je me souviens d'un homme au début de ma carrière, un patient victime d'un AVC, furieux contre sa propre main gauche, qui m'a dit lors de son pire jour qu'il abandonnait, qu'il voulait qu'on le laisse tranquille, que cela ne servait à rien. Je ne me suis pas disputé avec lui. J'ai tiré une chaise à côté de son lit, je m'y suis assise et je suis resté. Au bout d'un moment, il a commencé à pleurer. Et après un long moment, il a repris la fourchette, une vraie fourchette. Nous travaillions pour qu'il réapprenne à se nourrir seul. Il a réussi à porter une bouchée de nourriture à sa bouche par lui-même pour la première fois depuis 1 mois, et ni l'un ni l'autre n'avons rien dit à ce sujet, parce que certaines victoires sont trop grandes pour de simples félicitations. C'est ça, le métier. On ne répare pas les gens. On garde une place à côté d'eux jusqu'à ce qu'ils puissent y tenir debout eux-mêmes. J'étais doué pour cela avec les inconnus. Je pouvais m'asseoir à côté du désespoir de n'importe qui. Ce que je n'ai pas su faire pendant très longtemps, c'était entendre une insulte qui m'était destinée et la traiter comme une insulte. Je l'entendais et je commençais immédiatement le travail d'explication et de compréhension de la personne qui l'avait dite, comme si ma propre peine était impatient à gérer et que sa douleur à elle était le seul sentiment réel dans la pièce. Je suis devenue infirmière à cause de cela. Infirmière en rééducation fonctionnelle, plus précisément. Depuis 8 ans maintenant,
Je travaille avec des personnes qui réapprennent à utiliser leur corps après que celui-ci les a trahis. AVC, amputation, lésion de la moelle épinière. Beaucoup de mes patients sont des militaires. Je suis bonne dans mon travail. Je suis doué pour rendre à une personne sa dignité, demi-pouce par demi-pouce. Pour me tenir à côté de quelqu'un sur les barres parallèles et ne rien laisser paraître sur mon visage d'autre que de la certitude, même quand je ne suis pas sûr du tout. Il s'avère que je suis plus lente à protéger ma propre dignité. C'est la partie de cette histoire dont je suis le moins fier. Je vais donc vous la raconter maintenant au lieu de faire semblant. Pendant longtemps, quand quelqu'un me traitait mal, mon premier réflexe était de lui trouver des excuses. Elle est fatiguée. Il est stressé. Il ne le pensait pas vraiment. Je pouvais rendre sa vie entière à un inconnu, mais je ne pouvais pas me fixer une seule limite à moi-même. Il y a une pièce de monnaie que je garde, en laiton, usée et lisse sur un bord, lourde pour sa taille. Un patient l'a pressée dans ma main un jour, a refermé mes doigts dessus et m'a dit de la garder. Je l'ai portée dans la poche de ma blouse pendant des années. Je vous raconterai ce qu'il lui en a coûté de me la donner. Pas tout de suite. Voilà d'où je suis parti, un dîner, une chaise, une pièce de monnaie, et l'habitude de trouver des excuses à des gens qui n'en ont jamais fait pour moi. Puis j'ai rencontré Desmond. Il est entré chez Miller un mardi d'octobre, encore dans sa combinaison de vol, s'est assis au comptoir et a commandé le pain de viande, ce qu'on commande quand on veut vraiment manger et pas seulement être vu en train de commander quelque chose. Il a laissé un pourboire comme un homme qui a lui-même servi des tables dans sa vie. Et lorsqu'il s'est levé pour partir, il a repoussé son tabouret et a empilé sa propre assiette au bout du comptoir sans qu'on le lui demande. Cela m'en a dit plus que n'importe quel uniforme. Il pilotait des Ospreys depuis la base de New River. Capitaine Desmond Holloway. Il est revenu le mardi suivant, puis celui d'après, et il a fini par cesser de prétendre que c'était pour le pain de viande. Je veux faire attention ici parce qu'il serait facile de le faire passer pour quelqu'un de parfait, ce qu'il n'était pas. Mais il était bon, d'une manière spécifique et sans ostentation en laquelle j'ai confiance. Il se souvenait des détails. Il prenait des nouvelles du genou de ma mère. Il a regardé le mur des photos du dimanche pendant un moment, de cette façon dont on regarde les photos de famille des autres quand on a un peu faim de ce qu'elles montrent. Puis il est passé à autre chose parce qu'il n'avait aucune raison d'étudier la famille d'un inconnu. Il n'a reconnu personne. Je le sais maintenant. À l'époque, cela ne voulait rien dire. C'était juste un homme poli devant des photographies. Notre premier vrai rendez-vous, il m'a emmené dans un endroit avec des serviettes en tissu et une carte des vins. Je voyais bien au bout de 10 minutes qu'il l'avait choisi parce qu'il pensait que c'était ce qu'il fallait faire, et que ni l'un ni l'autre ne nous y sentions à l'aise. Au milieu du repas, j'ai posé mon menu et j'ai dit que je préférerais manger un hot-dog sur le quai. Tout son corps s'est détendu, comme si je venais de le faire sortir d'une cage. Nous avons mangé des hot-dogs sur un banc en regardant les porte-conteneurs remonter la rivière Cap Fear. Et il m'a parlé du vol à la vraie version, pas celle des affiches de recrutement. La peur, la responsabilité de transporter les fils des autres à l'arrière de son appareil. La façon dont on apprend à garder une voix monotone à la radio quand tout notre être veut trembler. J'ai toujours fait confiance aux hommes capables d'avouer leur peur depuis que je suis assez grande pour remarquer ceux qui en sont incapables. Il a rencontré mes parents un dimanche, ce que je n'avais pas prévu. Il s'est simplement présenté au dîner parce que j'en avais parlé. Mon père lui a mis une assiette sous le nez sans demander son reste et l'a regardé manger. C'est tout le processus d'entretien d'embauche de mon père, on peut tout apprendre d'un homme à la façon dont il traite une assiette qu'il n'a pas commandée et une serveuse qui ne le regarde pas. Desmond a tout mangé, a dit merci 2 fois, et s'est levé pour aider ma mère à porter la vaisselle à l'arrière. Mon père a croisé mon regard depuis le fond de la pièce m'a fait un hochement de tête si imperceptible qu'on l'aurait raté si on n'était pas sa fille. Ce hochement de tête valait plus pour moi que toute la carte des vins du monde. Sa propre famille était une toute autre épreuve, et il échouait à ce test depuis toujours sans savoir que les règles étaient truquées. Il m'a avoué un jour, à voix basse, qu'enfant, il avait appris à deviner l'humeur de sa mère d'après le plan de table du dîner, qui était placé près d'elle, qui en était éloigné, qui avait été relégué plus bas pour une infraction que personne ne nommait. Dans cette maison, l'amour était une chaise qu'on pouvait déplacer. Si vous vous comportiez bien, vous étiez assis tout près. Si vous la déceviez, vous vous retrouviez sans explication au bout de la table. Il avait passé 30 ans à essayer de s'asseoir près d'elle. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle il m'aimait,
c'est qu'à la table de mes parents, il n'y avait pas de bout de table. Il y avait juste la table et tous ceux qui s'y trouvaient. Il est parti en déploiement une fois pendant que nous étions ensemble, pendant 7 mois, et j'ai appris durant cette période quel genre d'homme il était quand je ne pouvais pas le voir. Il écrivait de vraies lettres, pas de simples SMS. De véritables lettres écrites d'une écriture qui se dégradait à mesure qu'il était fatigué, portant sur de petites choses, le café, la chaleur, un oiseau qui s'obstinait à se poser sur le même équipement chaque matin. Il ne m'a jamais fait sentir que j'étais une pensée secondaire par rapport à sa mission. Et lorsqu'il est rentré, plus mince et plus silencieux, le premier endroit où il a voulu aller n'était rien de grandiose. C'était le dîner. Il voulait du pain de viande, les attentions de ma mère, et pouvoir s'asseoir à la longue table sans être quelqu'un de spécial le temps d'une soirée. Je l'ai regardé relâcher la pression dans cette pièce et je me suis dit, voilà un homme qui sait faire la différence entre une maison qui rend bien en photo et un foyer où l'on peut respirer. Il m'a demandé en mariage sur le quai, près du banc où nous avions mangé des hot-dogs, sans foule, sans photographe, avec une bague sur laquelle il avait clairement hésité et qui était parfaitement simple. Il a avoué qu'il avait failli faire sa demande dans un endroit plus somptueux, avant de réaliser que le somptueux était le langage de sa mère, pas le nôtre. J'ai dit oui avant même qu'il ne finisse sa phrase. Ni l'un ni l'autre ne savions encore à quel point cette simplicité prendrait du sens, ni à quel point quelqu'un travaillerait dur pour me faire sentir que ce n'était pas assez. Il y avait une chose dont il ne voulait pas parler. Au tout début, vers notre 3e ou 4e vraie conversation, il m'avait dit qu'il volait avec un gars qu'on appelait Brick. Il avait prononcé ce nom comme on prononce un mot auquel une blessure est encore rattachée. Je lui dois tout, avait-il dit, et je l'ai laissé disparaître. Puis il a changé de sujet si vite que je l'ai laissé faire, parce que je connais ce visage. Je le vois au travail. On ne chasse pas quelqu'un dans une pièce dont il a fermé la porte. Pour moi, Brick n'était qu'un indicatif, un mot. Je n'avais aucun moyen de le relier à qui que ce soit, parce que l'homme dont je vais vous parler ne m'a jamais dit la vérité, pendant toutes les années où je l'ai connu, sur la façon dont il s'était blessé. Il appelait cela un accident. C'était tout. Un accident. Il n'y avait donc aucun nom de mon côté à faire correspondre à celui de Desmond, et il n'y avait aucune histoire du côté de Desmond, à part un indicatif et un silence. 2 personnes peuvent s'aimer pendant 1 an et demi tout en se tenant des 2 côtés opposés d'un même secret, chacune tenant une moitié, sans que ni l'une ni l'autre ne sache qu'il y a une pièce correspondante dans la main de l'autre. Desmond m'a parlé de sa famille comme on avertit quelqu'un d'une marche instable. Dans la maison de ma mère, m'a-t-il dit un soir, l'amour était livré avec un plan de table. Pas dans la tienne. C'est pour ça que je suis ici. Il a ri en le disant, mais il ne plaisantait pas. Tu vas la rencontrer bientôt. Ne la laisse juste pas décider de qui tu es. Je lui ai répondu que je pouvais gérer une belle-mère difficile. J'avais géré pire. Je me trompais sur la partie qui allait être difficile. Les Holloway vivent à Wilmington, à environ 1 heure plus bas sur la côte, dans une maison qui a un nom, une histoire et le portrait du grand-père de quelqu'un au-dessus de la cheminée. Béatatrice nous a accueillis à la porte en perles, et elle était gracieuse comme une grille fermée et gracieuse. Elle a pris mes 2 mains. Elle les a regardées et mes mains, qui sont des mains de travailleuse et elle a souri. Comme c'est merveilleux, a-t-elle dit, de travailler de ses mains. Nous admirons tellement cela. J'ai répondu merci. Je le pensais, même. Il m'a fallu tout le dîner pour comprendre qu'elle m'avait présenté à ses invités à 3 reprises différentes comme l'infirmière que fréquentait Desmond, et pas une seule fois par mon prénom. Le marque-place à ma table indiquait l'invité de Desmond. Pas Mathilda. L'invité. Je me suis dit qu'elle était nerveuse. J'ai vraiment pensé qu'elle était nerveuse à l'idée de rencontrer la femme que son fils aimait. Je lui ai accordé cela, comme je l'accorde à tout le monde. Après le dîner, elle m'a fait faire le tour des pièces de réception comme une guide de musée, me montrant les photos encadrées des bonnes œuvres de la famille. Béatatrice sur une scène avec un ruban et d'immenses ciseaux. Béatatrice lors d'un gala sous une banderole indiquant en l'honneur de ceux qui servent. Nous avons tellement donné à nos familles de militaires, a-t-elle dit. Et je me tenais là, dans une maison qui avait donné de l'argent pour une banderole, alors qu'à 1 heure de route de là, mes parents avaient donné une chaise à un homme. Il y avait une vitrine dans le couloir. Sur l'une des étagères, posée comme un objet décoratif entre un oiseau en porcelaine et un plat en argent, se trouvait une pièce de défi militaire. Je ne savais pas à qui elle appartenait.
Je ne pense pas que Béatrice le savait non plus. C'était juste une jolie chose en laiton qui rendait bien en photo. Je m'y suis arrêté une seconde de trop, sans pouvoir dire pourquoi cela me serrait la gorge. Je le sais maintenant. La dernière chose qui s'est produite cette nuit-là fut le carton d'invitation. Béatrice avait aidé pour les faire-part de mariage. Elle a envoyé un bon à tirer à Desmond et m'a mise en copie par politesse. Je l'ai ouvert dans la voiture sur le chemin du retour. Les lettres en relief coûteux indiquaient « Le capitaine Desmond Holloway sollicite l'honneur de votre présence », suivi du nom de sa mère, puis du nom de son feu grand-père Honoré, et là où le nom de la mariée aurait dû se trouver, rien. Un blanc. Invité. C'est un brouillon, a dit Desmond quand je le lui ai montré, la mâchoire crispée. On va corriger ça. Elle va le corriger. Il me disait qu'il s'en occuperait. Je l'ai cru parce que je le voulais bien et parce qu'il est tellement plus facile de régler un problème plus tard que de le régler sur le moment. C'était la première fois qu'il me disait qu'il réglerait quelque chose avec sa mère. Ce ne serait pas la dernière. Et l'écart entre la promesse et l'acte est une grande partie de ce sur quoi toute cette histoire a basculé. Je veux que vous remarquiez quelque chose, parce que je ne l'ai pas remarqué pendant longtemps. Rien de ce que Béatrice a fait ce soir-là n'était quelque chose qu'on pouvait pointer du doigt. Un prénom oublié n'est pas un crime. Un blanc sur une épreuve est une erreur administrative. Nous admirons les gens qui travaillent de leurs mains, est un compliment si l'on plisse les yeux. Chaque élément était déniable. C'était fait exprès. Ce n'était pas une femme qui perdait le contrôle. C'était une femme qui n'avait jamais besoin de élever la voix parce que tout le monde autour d'elle avait passé sa vie à apprendre à baisser la sienne. J'ai passé le trajet du retour à lui trouver des excuses dans ma tête. Je vous dis cela pour que vous compreniez, je n'y suis pas allé les yeux grands ouverts. Y suis allé comme la plupart d'entre nous le font, en faisant de la place, en accordant le bénéfice du doute, en préservant la paix et en appelant cela de la grâce. Cela ne s'est pas arrêté à un seul dîner. C'est ça, le propre d'un schéma répétitif, on ne peut pas le voir en un seul point. Il en faut 3 ou 4 avant que la ligne n'apparaisse. Il y a eu la robe. Béatrice a insisté pour venir à l'essayage, ce que j'ai accepté parce que refuser me semblait excessif. Elle s'est assise dans un coin de la boutique avec un verre de quelque chose et m'a regardé sur le podium dans la première robe, celle que j'aimais, celle qui me faisait me sentir comme la meilleure version de moi-même. Elle a penché la tête et a dit, elle est ravissante. Peut-être un peu ambitieuse pour votre carrure. Ambitieuse ? Elle avait le don d'employer des mots qui ne laissaient pas d'empreinte. La couturière a croisé mon regard dans le miroir et n'a rien dit, ce qui était sa propre petite gentillesse. J'ai acheté une robe différente ce jour-là. Je me suis dit que j'avais simplement changé d'avis. Ce n'était pas le cas. Elle l'avait changé pour moi et m'avait fait croire que je l'avais fait moi-même. Il y a eu le déjeuner, juste toutes les deux, qu'elle a présenté comme une occasion de faire connaissance et qu'elle a utilisé un entretien d'embauche auquel j'échouais constamment. Elle m'a demandé ce que faisaient mes parents, et quand j'ai dit qu'ils tenaient un dîner, elle a répété le mot « dîner » doucement, de la manière dont on répète un diagnostic. Elle m'a demandé où j'avais fait mes études, et quand je le lui ai dit, elle a répondu « oh, un choix pratique », ce qu'on dit quand on veut dire que ce n'est pas le bon. Chaque question était une porte qu'elle ouvrait juste pour me montrer qu'elle menait à un endroit où je n'avais pas ma place. Et j'ai répondu à tout le monde poliment et je suis rentré chez moi en me rejouant le déjeuner et en cherchant de nouvelles façons d'avoir été plus impressionnantes. Et il y a eu ce qu'elle a dit sur le dîner lui-même, que je n'ai pas répété à Desmond parce que cela l'aurait blessé de savoir que je l'avais entendu. Elle était au téléphone avec quelqu'un dans la pièce à côté, elle ne me savait pas si près, et elle a dit « Non, non, elle est infirmière. La famille a un petit restaurant. C'est bon. Desmond va se ranger et tout cela va se tasser. » Se tasser. Comme si j'étais un faux pli. Comme si ma vie entière était une chose qu'on repasserait une fois qu'il serait revenu à la raison. J'ai entendu cela, et je suis quand même retourné au déjeuner suivant. C'est sur cette partie que j'ai besoin que vous vous arrêtiez, parce que c'est la plus vraie, savoir que quelqu'un vous considère comme un faux pli et y retourner quand même, parce que l'alternative le nommer, le refuser semblait être la chose qui briserait tout. Je me disais que j'étais la personne la plus mûre. J'étais la plus petite. Il y a une différence, et il m'a fallu beaucoup trop de temps pour l'apprendre. Les fiançailles ont été faciles. C'est sur le mariage que Béatrice s'est mise au travail. Cela a commencé par le lieu.
Desmond et moi avions trouvé un endroit que nous adorions, un bâtiment rénové au bord de l'eau à Wilmington, avec des murs en briques, une tuyauterie médiocre et une vue sur la rivière qui vous faisait tout lui pardonner. Nous avions versé un acompte. 3 semaines plus tard, Béatrice m'a appelé pour me dire qu'elle avait déplacé le mariage dans son club privé. « Vous me remercierez », a-t-elle dit. « L'autre endroit est charmant, mais ce n'est pas tout à fait nous. » J'ai dit que nous avions déjà payé l'acompte. Il y a eu une courte pause, le genre de silence qu'elle utilisait comme une ponctuation, et elle m'a dit que cela avait été réglé. Elle avait appelé et l'avait annulé elle-même. Elle l'a dit de la façon dont on mentionne l'arrosage d'une plante. Je suis resté longtemps assise avec ce reçu. L'avis d'annulation, notre acompte perdu. Une décision prise sur mon mariage sans que je sois dans la pièce. Je ne me suis pas battu. Je me suis dit que le club était plus chic. Il était plus chic. C'est comme ça que ça marche, elle ne prenait jamais rien qui ne fût pas sur le papier une amélioration. Elle le prenait juste sans demander, et la prise en soi était le but. Puis j'ai vu la liste des invités. Près du sommet, sous la rubrique invité d'honneur, il y avait un nom que je ne connaissais pas, Poppy Ashworth. Quand j'ai posé la question à Desmond, il s'est figé d'une manière que j'apprenais à décoder. La famille de Poppy finance la moitié de la ligue de ma mère, a-t-il dit. Nos mères avaient des idées autrefois, il y a longtemps. Il m'a regardé. Je n'ai jamais eu cette idée. Je veux que vous sachiez que je l'ai cru. Mais j'ai remarqué que Béatrice avait placé Poppy à la table d'honneur, à côté de la famille, sur la chaise qui, dans une version différente de ce mariage, aurait pu être destinée à une autre mariée. Et j'ai remarqué que Desmond ne savait pas du tout que sa mère l'avait invité. Je l'ai gardé pour moi. Je ne le lui ai pas dit. Je reviens sans cesse à cela, toutes ces petites choses que j'ai décidé de porter silencieusement au lieu de les poser là où il pouvait les voir. La famille de Poppy a été si bonne pour la ligue, m'a soupiré Béatrice un après-midi, comme si j'étais un fléau qui lui était tombé dessus. Comme si j'étais entré dans sa vie pour prendre quelque sur une étagère qui était déjà promis. Le lieu n'était que le début. Une fois le terrain conquis, elle a pris le reste pièce par pièce. Elle a changé le menu. Nous voulions quelque chose de simple, de la nourriture que les gens mangeraient vraiment. Ma mère avait même proposé de s'occuper du dessert, ce qui, je le comprends maintenant, était la raison exacte pour laquelle Béatrice a remplacé tout le menu par un dîner servi à l'assiette préparée par les cuisines du club. Elle n'allait pas avoir de tarte du dîner Miller à un mariage. Elle a dit que le club avait des exigences. Elle l'a dit comme on énonce une règle qui protège tout le monde de quelque chose d'embarrassant. Elle avait des opinions sur les vœux. Lorsqu'elle a appris que Desmond et moi écrivions les nôtres, elle a suggéré avec douceur qu'il serait peut-être plus approprié d'utiliser les vœux traditionnels, que des vœux personnels pourraient paraître. Et là, elle a marqué une pause sur le mot « informel ». Elle voulait dire vulgaire. Elle voulait dire le genre de choses que les gens comme ma famille font. Desmond a gardé les nôtres malgré tout, l'une des rares batailles qu'il a gagnées. Et j'aurais dû remarquer ce qu'il lui en coûtait de gagner ne serait-ce que cela. Parce que le schéma était là, le vrai, celui que je continuais d'excuser, chaque fois que sa mère prenait quelque chose, Desmond me retrouvait après coup et me disait « Je vais m'en occuper ». Et il le pensait. Il ne mentait pas. Mais, s'en occuper, semblait toujours vouloir dire une conversation qui aurait lieu plus tard, ou qui n'avait pas lieu, ou qui avait lieu et ne changeait rien, parce qu'il avait été élevé dans son climat à elle et ne savait pas vraiment qu'il existait un autre temps. Il m'aimait. Mais il grimaçait aussi face à elle comme on grimace face à une chose qui vous a fait mal avant que vous soyez assez grand pour avoir des mots pour l'exprimer. Les deux étaient vrais. J'ai passé toutes nos fiançailles à me répéter que seule la première affirmation comptait. Je vais lui parler, disait-il à propos du lieu, du menu, de la robe, du nom oublié sur l'invitation. Et je disais d'accord, et rien ne bougeait. Et je l'ajoutais à la pile de choses que je portais en silence, en me disant qu'après le mariage, une fois que nous serions mariés, une fois qu'elle aurait accepté que c'était réel, elle s'adoucirait. C'est le mensonge que je me suis le plus souvent raconté, elle s'adoucira. Le plan de table a été l'endroit où cela a cessé d'être déniable, du moins pour moi. Béatrice a placé mes parents à la table la plus éloignée de la table d'honneur, tout au fond, près des portes de la cuisine. Table 22, la toute dernière, là où les serveurs allaient et venaient, et où la porte battante laissait passer un courant d'air à chaque fois qu'elle s'ouvrait. Quand ma mère l'a vue, elle n'a rien dit. Béatrice lui a tapoté la main.
Le fond est tellement plus intime, lui a dit Béatrice. Vous pourrez vous éclipser aussitôt, cela devient trop lourd. Ma mère n'est pas une femme qui a besoin de s'éclipser de quoi que ce soit. Elle a élevé 3 enfants, enterré ses propres parents et tenu une cuisine dès 5 heures du matin pendant 22 ans. Mais elle a juste souri et dit, c'est gentil à vous. Et plus tard, sur le parking, alors que je tremblais d'une furie que je n'avais pas l'habitude de manier, elle m'a dit un seul mot, laisse-la faire. Je pensais que ma mère choisissait la paix. Je pensais qu'elle faisait la même chose que moi, se faire plus petite pour éviter que la journée ne se brise. Je comprends maintenant qu'elle faisait quelque chose de totalement différent. Elle était si calme parce qu'elle savait déjà quelque chose que j'ignorais. Elle le savait depuis des mois. Mais je devance encore l'histoire de la chaise. La dernière chose que Béatrice a faite avant le mariage s'est passée au sujet du siège. Mes parents avaient demandé une chaise supplémentaire. Pas une table, pas d'histoire, juste un siège pour un ami de la famille qui essayait d'arriver à temps. Ils l'ont demandé tranquillement par mon intermédiaire, de la façon dont on demande une petite chose qu'on s'attend à recevoir. Béatrice l'a effacé. Nous sommes tout simplement au complet, a-t-elle dit, et je l'ai regardé tracer un trait rouge à travers la chaise sur le plan mètre. Un trait net, avant de passer aux fleurs. Au complet. 200 personnes et pas de place pour un homme sur une chaise pliante. Mon père se tenait à côté de moi quand elle l'a fait. Il ne s'est pas disputé. Il a juste étendu le bras, a pris le plan, l'a replié le long de ses plis et l'a mis dans la poche intérieure de sa veste. On verra bien, a-t-il dit, doux comme tout, avant de retourner s'occuper des fleurs. Je pensais qu'il laissait tomber. Ce n'était pas le cas. Mon père ne se dispute presque jamais, et il m'a fallu des années pour comprendre que ce n'est pas la même chose que de se rendre. Certaines personnes se taisent parce qu'elles ont abandonné. Mon père se tait parce qu'il a pris sa décision. Et une fois qu'il a décidé, il n'y a plus rien à dire. Je veux décrire le matin du mariage, parce que c'est là que la dernière heure calme de mon ancienne vie a existé. Et à cause de la pièce de monnaie. Ma mère est entrée dans la pièce où je m'habillais, tenant une aiguille et du fil, et elle m'a demandé la pièce. Je lui avais dit un jour que je voulais la porter et quelque chose de emprunté, quelque chose de courageux. Elle m'a fait rester immobile, a replié l'ourlet de ma robe et y a cousu la pièce de laiton, tout en bas, là où elle reposerait contre ma cheville, cachée sous les épaisseurs. Pour que tu portes quelqu'un de courageux avec toi, a-t-elle dit, en coupant le fil avec ses dents comme elle le fait toujours, avant de lisser le tissu par-dessus. Mon père est entré un peu plus tard pour me conduire à l'hôtel. Il avait loué un costume, et il ne cessait de toucher le col comme s'il appartenait à un autre homme. Il m'a regardé pendant un long moment, et je m'attendais à ce qu'il dise quelque chose de grand, parce que c'était ce genre de jour. Il ne l'a pas fait. Mon père ne dit presque jamais les grandes phrases. Tu ressembles à ta grand-mère, a-t-il fini par dire. Elle non plus ne laissait personne lui dire qu'elle était petite. Il m'a offert son bras. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu as déjà ta place à ma table. Ce n'est pas quelque chose qu'un mariage peut te donner ou t'enlever. Tu te souviens de ça. Je pensais que c'était juste un père sentimental. Je sais maintenant qu'il a choisi ses mots à dessein. De la façon dont il choisit tous ses mots, rares et exacts. Il me rappelait la seule chose dont j'allais avoir le plus besoin, une place à la table. Quelque chose que personne n'a le pouvoir de vous donner ou de vous retirer. Je veux être honnête à propos du mariage lui-même. La partie cérémonie. Parce qu'elle était belle. C'est la chose que les gens oublient quand une journée tourne mal à la fin. La cérémonie était magnifique. Les mains de Desmond tremblaient lorsqu'il a pris les miennes. Il a prononcé ses vœux comme s'il avait peur de les faire tomber. Il s'était battu contre sa mère pour les garder, et maintenant qu'il les avait, il pouvait à peine les faire sortir. Il a dit qu'il avait grandi en croyant que l'amour était quelque chose qui se méritait et qu'on pouvait perdre, un siège qu'on pouvait déplacer, et que je lui avais montré une table où personne ne se fait reléguer. Il a dit qu'il voulait passer sa vie à apprendre à aimer comme ça. Sa voix a déraillé sur le mot apprendre, il s'est arrêté, a recommencé, et je me tenais là avec une pièce contre ma cheville en me disant que quoi que cette journée fasse d'autre, elle m'avait déjà donné cela. Lorsque l'officiant a dit « mari et femme », mon père a fait un bruit au deuxième rang qu'il a essayé de transformer en tout. Ma mère n'a rien essayé de cacher. Elle a juste laissé couler ses larmes en serrant la main de mon père.
Même Caleb, bien que je ne susse pas encore que l'homme silencieux vers le fond était Caleb, ni qu'il savait depuis 3 mois exactement ce qu'il regardait, même lui, je l'ai appris plus tard, a dû fixer le sol un moment. Les gens qui m'aimaient étaient tous dans cette pièce, et le temps d'une cérémonie, j'avais tout, sans savoir combien de minutes il me restait à le posséder. Pendant environ 1 heure, j'ai été si heureuse que j'ai oublié de rester sur mes gardes. C'était mon erreur. J'ai cessé de surveiller. La réception avait lieu dans la grande salle du club, tout en lustre et vue sur la rivière à travers les hautes fenêtres. Le malaise est revenu au moment où nous sommes entrés, et j'aurais aimé lui faire confiance. J'ai trouvé mes parents à leur table près des portes de la cuisine. Mon père avait enlevé sa veste et l'avait accrochée au dossier de sa chaise. Et chaque fois qu'un serveur passait la porte battante, un petit courant d'air soulevait la nappe. Ma mère avait une assiette de nourriture à laquelle elle ne touchait pas. Ils avaient l'air, à la pire table de la salle, entièrement en paix. Et j'ai lu cette paix comme de la résignation, alors que ce n'en était pas. Je vous répète cela parce que j'ai encore besoin de l'avoir compris, même aujourd'hui. Béatatrice se déplaçait dans la pièce comme un changement de météo. Une main sur cette épaule, un rire à cette table, un mot à l'oreille d'un homme dont on m'avait dit que le nom importait. Elle était dans son élément, la reine d'une cour qu'elle avait assemblée, et je l'ai regardée traverser la pièce vers un groupe de ses invités les plus importants, et faire 2 fois un geste vers une chaise vide près du devant à la place d'honneur. Comme si elle la gardait pour quelqu'un qui n'était pas encore arrivé. Je ne savais pas alors pour qui elle pensait la garder. Je sais maintenant que c'était la forme du mariage qu'elle avait voulu, celui avec une autre mariée, et elle ne pouvait s'empêcher de faire des gestes vers l'espace où cette version aurait dû se tenir. J'aurais dû me sentir comme la mariée. Au lieu de cela, je me sentais comme l'invité d'une fête donnée pour prouver un point, et le point était que je n'y avais pas ma place. Béatatrice avait prévu un toast au champagne, et elle a pris le micro elle-même avant que quiconque ne puisse le faire. Elle a levé son verre et a regardé 200 personnes qui faisaient ce qu'elle voulait parce qu'elle l'avait toujours fait. À Desmond, a-t-elle dit, qui aurait pu épouser n'importe qui et qui a choisi quelqu'un de si, une courte pause chaleureuse, un sourire pour la salle, point de si rafraîchissant de simplicité. Un rire étouffé a parcouru les tables du fond. Pas tout le monde, mais assez. Rafraîchissant de simplicité. Je me tenais là dans ma robe avec une pièce contre ma cheville et j'ai souri parce que c'est ce que je m'étais entraîné à faire. Et à travers la pièce, j'ai vu la main de Desmond se serrer très fort sur le pied de son verre. Je n'ai pas vu l'homme entrer. Il y a eu un petit mouvement près du fond, près de la table d'honneur. Un invité arrivant en retard et un dresseur allant l'aider. Je n'en ai aperçu que le bord. Un homme en béquille s'excusant doucement, et le dresseur baissant les yeux sur les béquilles, puis, au lieu de le faire traverser toute la salle de bal jusqu'à un siège éloigné, le plaçant simplement sur la chaise vide la plus proche, celle juste derrière la table du marié. L'endroit le plus proche, le plus accessible. Je me souviens m'être dit vaguement que c'était gentil de la part du dresseur. Je n'ai pas regardé son visage. Béatatrice me tenait le coude. Elle m'orientait vers la famille pour les photographies et je la regardais, elle, pas lui. De l'autre côté de la pièce, ma mère a levé la main et a fait le plus petit hochement de tête à l'homme assis sur cette chaise. Un hochement de tête comme une porte qui s'ouvre. Mais Béatatrice m'a détourné avant que je puisse le suivre. Le moment s'est refermé, et j'ai perdu ma seule chance de comprendre ce qui allait se passer avant que cela ne m'arrive. C'est lors des photographies que tout a basculé. Le photographe plaçait la famille pour le portrait officiel, celui qui va sur le mur et survit à tout le monde. Béatatrice plaçait les gens par de petites touches, une main sur une épaule, une poussée du coude, et il y avait un espace, un vide laissé ouvert près de Desmond, au centre où le cadre avait été composé autour de quelqu'un qui ne s'y tenait pas. Je m'y suis avancé pour le remplir parce que j'étais la mariée et que c'était ma place. La main de Béatatrice s'est posée sur mon bras. Cette photo, a-t-elle dit, agréable et claire, est pour la famille. Je n'ai pas bougé. C'était nouveau. Un an d'entraînement à me faire plus petite, et pour une fois, mes pieds sont restés là où ils étaient. Je pense que cela l'a surprise plus que tout ce que j'aurais pu dire. Elle avait l'habitude que je recule. Je n'ai pas reculé. C'est alors qu'elle l'a fait. Tu t'es mariée au-dessus de ton rang, petite infirmière. Sa voix a porté. Elle l'a fait porter. Tes parents sentent encore la graisse et le vieux café. N'oublie jamais d'où tu viens. Puis elle m'a giflé. Ce n'était pas une tapote.
Cela m'a fait tourner la tête. Mon boucle d'oreille s'est détachée et a balancé contre ma mâchoire. Quelqu'un m'avait tendu un verre de champagne frais un instant plus tôt, et il a basculé quand j'ai sursauté, du vin froid a coulé sur le devant de ma robe en une ligne sombre qui s'est étendue. L'orchestre, au milieu d'un morceau, s'est tu instrument par instrument jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et les tables du fond ont ri. Pas des hoquets de surprise, des rires. Comme si elle venait de sortir la meilleure réplique de la soirée. Comme si regarder une femme se faire frapper au visage à son propre mariage était un bout de théâtre joué pour leur bon plaisir. Les domestiques recevant ce que les domestiques méritent. Je voudrais vous dire que j'ai fait quelque chose de magnifique. Je n'ai rien fait. Je suis resté là avec du vin sur ma robe et ma hand pas tout à fait sur ma joue. Et je me suis senti pendant environ 3 secondes plus seul que je ne me suis jamais senti dans une pièce remplie de monde. 200 témoins. Et la chose la plus bruyante au monde était ce rire. J'ai cherché mes parents des yeux. Mon père était assis à sa table au fond. Il ne s'est pas levé. Ma mère avait les mains croisées sur les genoux, calme comme un dimanche matin. Et mon père regardait délibérément, fixement non pas moi, non pas Béatatrice mais l'homme assis sur la chaise directement derrière mon mari. Je ne comprenais pas ce regard. Je l'ai classé avec tout le reste que je ne comprenais pas encore. Et j'ai posé mon verre sur la table la plus proche parce que ma hand avait commencé à trembler et que je ne voulais pas que quiconque le voie. Puis Desmond a bougé. Il a traversé la pièce en une seconde et s'est interposé entre sa mère et moi. Son dos tourné à 200 personnes, lui faisant face. Je ne pouvais pas voir son visage d'où je me tenais. Je pouvais voir le sien à elle. Et je l'ai vu changer alors qu'elle levait les yeux vers son fils. Maman. Juste cela au début, un avertissement prenant la forme d'un prénom. Par-dessus son épaule, j'ai vu ses yeux descendre vers la table d'honneur, vers le marque-place qui s'y trouvait, écrit de la main soigneuse de Béatatrice, Poppy Ashworth. Il l'a vu. Je l'ai vu le voir. Je l'ai vu comprendre en temps réel exactement ce que sa mère avait prévu, et avec qui elle l'avait prévu. Et quelque chose dans ses épaules est devenu extrêmement immobile. Touche encore à ma femme, a-t-il dit, et sa voix est descendue si bas que toute la salle s'est penchée pour l'attraper. Et c'est fini entre nous. Fini. Le mot est tombé comme une assiette lâchée sur un sol en carrelage. Sa famille riait 5 secondes plus tôt. Plus personne ne riait maintenant. Béatatrice a souri quand même. C'est la partie à laquelle je reviens sans cesse. Il venait de lui dire devant tout ce qu'elle avait passé sa vie à essayer d'impressionner qu'il me choisirait, moi, plutôt qu'elle. Et elle a souri parce qu'elle était certaine d'elle. Elle avait passé 34 ans à avoir raison au sujet de son fils. Il revenait toujours. Il choisissait toujours le morceau de son approbation plutôt que le coup de s'opposer à elle. Pourquoi aujourd'hui serait-il différent? Ne sois pas dramatique, mon chéri, a-t-elle dit, en levant la main pour lui tapoter la joue, sans se presser, souriant toujours. Elle apprendra sa place, ou elle partira. Je vais faire une pause dans l'histoire exactement ici, au pire moment, parce que j'ai besoin de vous demander quelque chose. Il vient de dire, c'est fini, à sa propre mère, à voix haute, devant tout le monde. Si c'était vous, si c'était votre famille, auriez-vous pu le dire? Auriez-vous pu le dire et le penser, en sachant ce que cela coûterait? Dites-le moi dans les commentaires avant d'entendre la suite. Je veux savoir à qui je parle. Parce que c'est ici que la salle a cessé de lui appartenir. Derrière mon mari, l'homme sur la chaise que le dresseur lui avait donnée a posé ses 2 mains à plat sur la table et a commencé lentement à se lever. Cela lui a pris plus de temps qu'à la plupart des hommes. Il y avait un à-coup, une inclinaison, une jambe portant le poids que l'autre ne pouvait pas supporter. Ses béquilles étaient appuyées contre la chaise, et il ne les a pas cherchées. Il s'est hissé à la force de ses mains, sur la table, sur tout ce qui se trouvait devant lui, et s'est redressé de toute sa hauteur. Une jambe de son pantalon pendait et bougeait différemment de l'autre. Dans la salle, un par un, 2 par 2, des hommes que je n'avais pas remarqués en particulier se tournaient pour le regarder. Des marines. On peut le dire, même hors uniforme, à la façon dont ils se sont mis en alerte. Quelques-uns avaient cette expression qu'on a lorsqu'on voit quelqu'un qu'on était sûr de ne jamais revoir. À l'une des tables, un homme d'une 50aine d'années, un officier en retraite à sa posture, s'est à demi levé de son siège avant même de l'avoir décidé, une main à plat sur la table, le regard fixe.
2 hommes plus jeunes près du bar se sont figés, droits comme des piquets, de la façon dont on se fige quand quelqu'un entre dans une pièce et dont on n'a jamais prononcé le nom qu'avec respect. Je ne comprenais rien à tout cela. Tout ce que je savais, c'est qu'un inconnu en béquille s'était mis debout et que toute la salle s'était tournée vers lui comme de la limaille de fer vers un aimant, et que quelque chose d'énorme arrivait, dont je n'avais pas encore le nom. Le silence avait une texture maintenant. Ce n'était pas le silence choqué d'après la gifle. C'était le silence d'une pièce réalisant collectivement, un temps avant moi, qu'elle s'était trompée sur toute la soirée. Le sourire de Béatatrice a glissé. J'ai découvert plus tard qu'elle l'avait reconnu avant Desmond, avant moi. Elle l'a reconnu parce qu'elle avait passé 3 ans à essayer de faire venir cet homme à l'un de ses galas. Cet homme exact, cet homme silencieux, difficile, respecté, avec qui tout le monde dans son cercle voulait une photo. Et il l'avait éconduite à chaque fois. Elle avait un espace vide sur son mur là où une photo avec lui aurait dû se trouver. Et le voilà qui se tenait debout à un mariage qu'elle avait construit pour honorer le nom de sa famille. Et il ne la regardait pas de la façon dont les gens la regardaient. Il me regardait, moi. Desmond s'est retourné pour suivre le silence jusqu'à sa source. Il s'est retourné et a vu le visage de l'homme, et j'ai vu mon mari stable, discipliné, qui pilote des appareils dans le noir sans flancher, j'ai vu sa voix se briser sur une seule syllabe, brique. L'homme derrière lui n'a pas répondu à Desmond. Pas encore. Ses yeux ont trouvé l'ourlet de ma robe là où se trouvait la pièce de monnaie, comme s'il pouvait voir à travers le tissu jusqu'au laiton contre ma cheville, comme s'il savait déjà qu'elle était là. Puis il a regardé Béatatrice et il a parlé, et sa voix était égale, calme, et elle a rempli toute la salle. « Madame, a-t-il dit, vous n'avez aucune idée de la famille de qui vous venez d'insulter. » J'ai regardé ma mère et mon père assis à la pire table de la salle. Et aucun d'eux n'avait l'air surpris. Pas surpris du tout. Il s'appelle Caleb Brennan. Dans l'escadron, il l'appelait Brick parce que c'était l'homme qu'on ne pouvait pas faire bouger. Il a volé avec Desmond pendant des années. Et je veux vous dire ce qu'il a dit à cette salle, parce qu'il l'a dit simplement, sans colère, de la façon dont on dit une vérité avec laquelle on a fait la paix. J'ai piloté des ospreys avec votre fils, a-t-il dit à Béatatrice. Mais il le disait à la salle, parce que la salle écoutait maintenant et qu'elle n'en était qu'une partie. Il y a 4 ans, lors d'un vol d'entraînement de nuit, nous avons eu une urgence. Son appareil était en difficulté et le mien était le seul qui pouvait rester avec lui. Alors je suis resté avec lui. Il a marqué une pause. Nous l'avons posé. Je ne m'en suis pas sorti aussi propre. Il a baissé la main et a frappé une fois avec ses articulations contre sa jambe gauche. Il y a eu un son, un coup dur et creux. Du laiton contre quelque chose qui n'était pas de l'os. Le corps m'a donné une médaille pour cette nuit-là, a dit Caleb. Ma propre famille m'a donné une adresse de réexpédition. Plus personne ne riait maintenant. Quand j'ai été blessé, a-t-il poursuivi, les gens qui m'ont élevé ont décidé que j'étais une complication. Les fauteuils roulants ne rentrent pas bien en photo. Un fils qui a besoin d'aide pour monter les escaliers n'est pas le fils qu'ils avaient prévu. Il a laissé cette phrase s'installer. J'ai donc passé environ 8 mois à apprendre ce qu'une personne peut valoir pour une famille avant de devenir un inconvénient. Et puis une porte s'est ouverte, que je n'attendais pas, il a regardé vers la table du fond, vers mes parents. La seule porte qui s'est ouverte pour moi après cela, a-t-il dit, était un dîner. J'ai entendu ma mère inspirer. J'ai vu la mâchoire de mon père travailler. Vous voulez connaître son rang, a dit Caleb. Et maintenant, enfin, il m'a regardé, et sa voix a fait quelque chose qu'elle n'avait pas encore fait, elle s'est épaissie juste un peu, juste assez. Cette femme, celle que vous venez de frapper, c'est l'infirmière qui m'a appris à marcher sur cette jambe. 8 mois, 5 jours par semaine. Elle s'est tenue à côté de moi pendant que je tombais et m'a relevé. Et elle ne m'a jamais laissé abandonner. Et elle ne m'a jamais fait me sentir moins homme parce que j'avais besoin d'elle. Il s'est retourné vers Béatatrice, et ses parents, ceux qui sentent la graisse et le vieux café, m'ont donné une chaise à leur table et m'ont dit que j'étais de la famille. Ils m'ont gardé une place préparée tous les dimanches pendant 4 ans. Chaque dimanche, que je puisse venir ou non. Il a fouillé dans sa veste et en a sorti une photo usée et douce aux angles d'avoir été portée. Il ne l'a pas faite circuler. Il l'a juste brandie brièvement, et je savais ce que c'était sans la voir clairement parce que j'avais été sur une centaine d'entre elles, un dimanche chez Miller, la longue table, et une chaise qui n'était pas vide parce qu'il était dedans. Vous avez passé la soirée,
a dit Caleb à Béatatrice, a essayé de lui apprendre d'où elle vient. Je suis venu ici pour dire à tout le monde dans cette pièce exactement d'où elle vient. Elle vient des seules personnes qui ne sont pas parties. Desmond a émis un son. Je me suis retourné et mon mari fixait Caleb, puis moi, et les pièces du puzzle s'assemblaient pour lui tout en même temps. 4 ans de culpabilité se réorganisant en quelque chose qu'il pouvait à peine contenir. Tu ne m'as jamais dit que c'était toi, m'a-t-il dit. Pas une accusation, quelque chose de plus proche de la stupeur. Tout ce temps, c'était toi. Je ne le lui avais pas dit. Je ne l'avais dit à personne. Ce n'était pas à moi de le dire. Caleb avait appelé cela un accident pendant 4 ans. Et j'avais gardé son secret comme on garde la vie privée d'un patient, par habitude et par respect. Et donc, je n'avais jamais prononcé les mots « l'infirmière qui a remis Brick sur pied », parce que pour moi, il n'était pas Brick. Il était juste Caleb. Notre Caleb. La salle a alors choisi son camp. Et je veux faire attention à la façon dont je vous raconte cela, parce que cela ne s'est pas passé comme dans les histoires où tout le monde applaudit. Personne n'a applaudi. Ce qui s'est passé a été plus silencieux et pire pour Béatatrice. Et j'y ai beaucoup pensé depuis. Les Marines se sont levés les premiers. Pas tous en même temps, pas sur signal, juste un lent redressement dans la salle alors que les hommes qui comprenaient ce que Caleb avait fait se mettaient debout. Parce que c'est ce qu'ils font quand une dette pareille se tient debout dans la pièce. Puis une femme à l'une des tables du couloir, l'une de celles qui avait ri, a posé sa fourchette très prudemment, ne l'a plus reprise, et a fixé son assiette. Puis un homme plus âgé dans un costume coûteux, un nom que j'allais apprendre, l'une des personnes qui importait le plus à Béatatrice, a repoussé sa chaise, a boutonné sa veste, a dit quelque chose à voix basse à sa femme et est sorti pas en colère, juste parti. Il s'est simplement retiré comme on se retire de quelque chose dont on ne veut plus voir son nom approcher. Et Poppy Ashworth, à la table d'honneur, sur la chaise qui avait été censée vouloir dire quelque chose, s'est levée silencieusement, a ramassé sa pochette et est partie avant que quiconque n'ait à la regarder. Cela a continué de se produire de cette manière basse, terrible, non dramatique. Un couple 2 tables plus loin s'est levé et est allé chercher ses manteaux. Une femme que j'ai reconnue d'après les photos de la Ligue sur le mur de Béatatrice, une femme qui avait ri quelques minutes plus tôt s'est levée, a traversé toute la salle de bal, a dépassé tout le monde, s'est tenue à côté de ma mère à la pire table de la salle, lui a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre, et est resté là. L'un des jeunes lieutenants de Desmond s'est approché et, sans un mot, a ramassé les béquilles à côté de la chaise de Caleb, les a placées à sa portée au cas où il en aurait besoin, puis s'est tenu à son épaule comme un garde d'honneur qui n'avait reçu aucun ordre et n'en avait pas besoin. Personne n'a crié, personne n'a fait de discours. C'était la partie insupportable pour Béatatrice. Je pense qu'il n'y avait pas de bataille à gagner pour elle parce que personne ne se battait. Ils étaient simplement, un par un, en train de se réassigner à une autre partie de la salle, et chaque réassignation était une sentence dont elle ne pouvait faire appel. Béatatrice s'est retournée pour chercher son mari, Gérald. Il était resté assis pendant tout ce temps, silencieux comme il l'était toujours. Elle l'a regardé pour chercher de l'aide, un partenaire, quelqu'un pour restaurer l'ordre de la pièce à ce qu'il avait toujours été. Gérald a baissé les yeux sur la table. Puis il a détourné le regard vers les fenêtres, vers la rivière. Il ne s'est pas levé et il n'a pas parlé, mais il n'a pas croisé son regard. Et pour Béatatrice, c'était sa propre forme de chute. Elle perdait la salle et il n'y avait rien à combattre parce que personne ne la combattait. Il cessait simplement, un par un, d'être son public. C'est alors que j'ai enfin parlé. J'avais été silencieuse tout le temps. Je n'avais planifié aucun mot. Et j'ai constaté que je ne voulais pas dire grand garde. Vous avez passé 1 an à décider que j'étais au-dessous de vous, lui ai-je dit. Ma voix est sortie plus stable que je ne m'y attendais. Vous ne m'avez juste jamais demandé qui j'avais porté. C'était tout. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait la liste de ses péchés. J'ai posé une chose vraie à côté d'une autre chose vraie et j'ai laissé la salle porter les deux. J'ai baissé la main et j'ai senti la pièce de monnaie à travers l'ourlet de ma robe. Puis j'ai pris la main de mon mari d'un côté, et le bras de Caleb de l'autre. Et nous 3 avons quitté la table d'honneur que Béatatrice avait construite, pour repasser toute la longueur de cette salle de bal jusqu'à la pire table de la salle, là où se trouvaient mes parents. Et nous nous sommes assis avec eux. Nous l'avons laissé debout au milieu de sa propre fête, dans ses perles, sous les lustres, sans personne qui attendait qu'elle leur dise quoi faire ensuite.
Si vous aviez été dans cette pièce, si vous vous étiez levé quand les marines l'ont fait, alors vous savez déjà à quelle table vous vous seriez retrouvé. Il y a plus dans tout cela que le moment où elle a perdu la salle. Ce que cela nous a coûté est venu après. Restez avec moi. La fête ne s'est pas tant terminée qu'elle ne s'est vidée. En une demi-heure, un tiers de la salle était parti. Le tiers de Béatatrice, les gens qu'elle avait invités pour être impressionnés. Ils ont récupéré leur manteau au vestiaire avec cette discrétion particulière des gens qui ont décidé quelque chose et ne veulent pas en discuter. L'un d'eux, un membre du conseil d'administration de la Ligue, s'est arrêté à notre table en sortant et a dit à Desmond, « Transmets mes regrets à ta mère. » Elle n'a pas choisi ce mot par hasard. Les regrets, c'est ce qu'on envoie quand on ne vient pas, et c'est ce qu'on envoie quand quelque chose est mort. L'orchestre, Dieu les bénisse, s'est remis à jouer. Les gens qui étaient encore là étaient ceux qui avaient voulu être là dès le départ, l'escadron de Desmond, les habitués de mon père, les cousins qui ne s'étaient jamais souciés du plan de table. L'oncle de quelqu'un a demandé à ma mère de danser. La nuit, de manière impossible, a continué. C'est une chose étrange que d'avoir le pire moment de sa vie et le meilleur moment de sa vie réunis dans les mêmes 45 minutes. Mes joues portaient encore la chaleur de Sound pendant que je dansais ma première danse avec mon mari sous les mêmes lustres qu'elle avait choisis. Caleb était assis à notre table avec une assiette de la nourriture de ma mère devant lui et les cuisines du club ayant, sur l'insistance silencieuse de ma mère, accepté de la laisser apporter une chose après tout. Et il mangeait lentement, en nous regardant, Desmond et moi, sur la piste, avec une expression que je ne pouvais pas lire alors et que je peux lire maintenant, c'était le visage d'un homme qui regarde deux moitiés de sa vie, deux personnes qu'il a aimées dans deux pièces séparées. Se tenir enfin dans la même. Il avait porté cette connaissance tout seul pendant 3 mois, et maintenant elle était étalée au grand jour, et il avait l'air fatigué et éclairé tout à la fois, de la façon dont on a l'air quand on pose enfin quelque chose de lourd. Les invités qui importaient à Béatatrice étaient partis. Les gens qui m'importaient dansaient. J'ai compris quelque part dans cette heure-là qu'il y avait eu 2 mariages différents depuis le début, tenus dans la même pièce, et qu'un seul d'entre eux avait survécu à la nuit, et que c'était le mien. Béatatrice est partie sans un mot de plus pour quiconque. Je ne sais pas à quelle heure. Je sais seulement qu'à un moment donné, j'ai levé les yeux et elle n'était plus là, pas plus que Gérald. Et leur absence n'a absolument pas changé la température de la pièce. C'est le propre d'une personne qui règne par l'accord de tous à être gouvernée, la seconde où l'accord prend fin, le règne prend fin aussi. Et il s'avère qu'il n'était fait de rien. Desmond et Caleb sont restés assis à cette table du fond pendant un long moment. Tous les deux avec la pièce homme à pièce, la pièce de Caleb, la pièce de l'escadron posée sur la nappe entre eux, là où je l'avais posée après que ma mère l'avait détaché de mon ourlet. « Je t'ai cherché », a dit Desmond. Il l'avait dit avant, je pense, dans sa tête 1000 fois. Après. J'ai essayé de te trouver. Ton numéro n'était plus attribué. Ta famille ne voulait pas. Pas assez fort, a dit Caleb. Mais il souriait en le disant, et il a posé sa hand sur la nuque de Desmond comme on le fait avec un frère. Et Desmond a baissé la tête, et aucun des deux n'a rien dit pendant un moment. Puis Caleb m'a regardé, et quelque chose a traversé son visage. Une chose privée qu'il n'était pas prêt à livrer tout de suite. Il y a quelque chose que Mathilda ne sait pas, a-t-il dit. Quelque chose que je sais depuis un moment maintenant. Il a ramassé la pièce, l'a tournée une fois entre ses doigts, l'a reposée. Mais pas ce soir. Ce soir n'est pas le soir pour ça. Je n'ai pas insisté. J'avais appris au moins cela de lui, on ne chasse pas un homme dans une pièce qu'il n'est pas prêt à ouvrir. Je pensais que le plus dur était passé. Je veux vous dire cela parce que c'est ce que je croyais. Assise à cette table avec du vin séché et raide sur ma robe, et toute ma famille autour de moi, je pensais que nous avions survécu au pire. Le pire n'avait pas encore commencé. Voici ce que personne ne vous dit sur le moment où votre mari vous choisit plutôt que sa famille devant 200 personnes, cela ressemble à une victoire. Et puis la fête se termine, et il faut rentrer à la maison et vivre avec le coup de cette victoire. 2 semaines après le mariage, les appels ont cessé. Pas de manière dramatique. Béatatrice ne l'a pas renié. Il n'y a pas eu de lettres, pas de scène. C'était plus silencieux que cela, et le silence est pire. Desmond avait grandi à l'intérieur d'une machine familiale, les dîners rituels, le club, le réseau, les portes qui s'ouvrent parce qu'un couloir entier pousse derrière elle. Et une par une, sans que personne ne l'annonce,
ces portes ont cessé de s'ouvrir. Une invitation qui ne venait pas, un appel qui n'était pas rendu. Un homme que son père connaissait, qui prenait ses appels autrefois, et qui était soudainement toujours en réunion. Ma mère ne m'a pas renié, m'a-t-il dit un soir, assis sur le bord de notre lit, les coudes sur les genoux, tournant sa propre pièce dans ses mains comme Caleb avait tourné la sienne. Ni l'un ni l'autre n'avons manqué l'ironie. La punition de sa famille était de lui retirer sa chaise. La mienne était d'en garder une préparée. J'ai vu l'une de ces portes se fermer en temps réel, et cela m'en a dit plus que toutes celles qui s'étaient fermées silencieusement. Il y avait un homme, un ami de la famille, un ancien collègue de Gérald, quelqu'un qui connaissait Desmond depuis qu'il était enfant et qui avait promis des mois plus tôt de faire une mise en relation importante pour la prochaine étape de la carrière de Desmond à un poste civil pour le moment où ses jours de vol se termineraient. Desmond a appelé pour confirmer. J'étais dans la pièce. J'ai vu son visage pendant que l'homme à l'autre bout du fil lui expliquait avec une immense chaleur que le moment n'était pas bien choisi après tout, que les choses étaient compliquées, qu'il était sûr que Desmond comprendrait. Desmond a dit qu'il comprenait. Il a remercié l'homme, a raccroché, et est resté assis là avec le téléphone dans la hand, sans rien dire pendant un long moment. Il n'a pas prononcé son nom, a fini par dire Desmond. Pas une seule fois. Il n'avait pas à le faire. Il a posé le téléphone face contre table. C'est comme ça que ça marche. Personne ne prononce jamais le nom. Les choses deviennent juste compliquées d'un coup pour tout le monde. Je n'avais rien pour réparer cela. Alors j'ai fait la seule chose que je sais faire, qui est la chose que ma mère m'a apprise, je me suis assise à côté de lui et je suis resté. Le travail est la chose qui m'a tenu debout ce mois-là. Et je veux vous parler d'une garde en particulier parce qu'elle a remis tout ce gâchis en perspective. J'avais un patient de 19 ans qui avait perdu la plupart de l'usage de ses jambes et qui se battait contre moi sur chaque détail, comme le font les jeunes, parce qu'à 19 ans, on ne sait pas encore faire la différence entre accepter de l'aide et abandonner. Il m'a répondu sèchement un matin que je ne pouvais absolument pas comprendre. Et j'ai pensé à une gifle à un mariage, à un nom laissé de côté sur une invitation, et à un homme à l'autre bout d'un téléphone disant que le moment n'était pas bien choisi. Et je me suis dit, non, je ne peux pas comprendre tes jambes, mais je comprends un peu ce que c'est que de s'entendre dire qu'on vaut moins que ce qu'on est et de décider de ne pas le croire. Je n'ai rien dit de tout cela. Je me suis juste tenu à côté de lui au bar et je lui ai dit d'essayer encore une fois. Et il l'a fait. Et il a fait 2 pas et il a pleuré. Et j'ai gardé mon visage certain comme je le fais toujours. Se tenir à côté de quelqu'un pendant qu'il me refuse d'abandonner, c'est la seule chose pour laquelle je n'ai jamais douté d'être bonne. Cela m'a stabilisé. Cela m'a rappelé que quoi que Béatatrice pût penser de mon rang, cela n'avait jamais été la chose qui me disait qui j'étais. Je l'ai vu peser sur lui d'une manière qu'il ne verbalisait pas. Il avait été élevé dans l'idée que le rang d'un homme était sa famille, son système racinaire, la chose qui disait au monde qui il était. Et il s'en était détaché pour moi. Et maintenant, il découvrait ce que cela fait de flotter. Il ne le regrettait pas. Je sais qu'il ne le regrettait pas. Mais ne pas regretter une chose et ne pas la pleurer sont 2 choses différentes. Et il pleurait, et j'en étais la raison. C'est là que ma vieille habitude est revenue me hanter, au moment exact où j'étais le plus fatigué. Je me suis retrouvé un soir avec mon téléphone dans la hand et un message à demi tapé pour Béatatrice, je suis désolé que les choses se soient passées ainsi. Peut-être pourrions-nous. J'en étais arrivé là. Je me tenais dans la cuisine avec mon pouce sur le bouton d'envoi et chaque partie de moi qui avait passé sa vie à préserver la paix en se faisant plus petite me disait que si je m'excusais simplement, si je prenais une petite part de la faute, les portes s'ouvriraient à nouveau et Desmond pourrait retrouver sa famille et ce serait mon cadeau pour lui. Peut-être que si je m'excusais auprès d'elle, ai-je commencé à dire à voix haute à Desmond qui se tenait sur le pas de la porte. Non, a-t-il dit. Il ne m'a même pas laissé finir. Pas cette fois. Il a traversé la cuisine, a pris doucement le téléphone de ma hand et a effacé le message sans lire le reste. Je sais ce que tu fais, a-t-il dit. Tu rends leur dignité aux gens. Tu le fais depuis toujours pour des inconnus, pour moi, pour Caleb. Mais tu ne lui donneras pas la tienne. C'est celle-là que tu gardes. J'ai posé le téléphone. Ma mère m'a dit quelque chose vers cette époque-là aussi, quand je lui ai dit que je pensais faire un pas vers elle pour arrondir les angles, pour trouver un chemin de retour vers la paix. Elle est allée de la pâte au dîner et n'a pas levé les yeux. La paix n'est pas la même chose que le silence, Mathilda,
a-t-elle dit. Tu as confondu les deux toute ta vie. Le silence est ce qu'elle voulait de toi. La paix est ce que tu as maintenant, et elle t'a coûté quelque chose, et c'est comme ça que tu sais qu'elle est vraie. La coupure la plus profonde est venue plus tard de Desmond, dans le noir, quand il ne pouvait pas dormir. Pendant 3 ans, j'ai cru que je l'avais abandonné, a-t-il dit. Je savais qu'il parlait de Caleb. Je pensais que j'étais le gars qui avait laissé tomber son coéquipier. Le gars qui s'est fait sauver et qui n'a même pas pu garder l'homme qu'il avait sauvé. Il a été silencieux un moment. Et il s'avère que tes parents ont fait la chose que je n'ai pas su faire. Ta famille l'a rattrapé quand je l'ai laissé tomber. Je ne sais pas s'il faut les remercier ou avoir honte devant eux pour le reste de ma vie. Je n'avais pas de réponse à cela. Je ne pense pas qu'il y en avait une. Je me suis juste accroché à lui, et quelque part sur la table de nuit, son téléphone s'est allumé avec un message. Il l'a attrapé, l'a lu et s'est figé. C'était de Caleb. Dimanche, disait-il. Venez au dîner. Il y a quelque chose que vous devriez tous les deux entendre. Avant que ce dimanche n'arrive, il y avait le cas de Béatatrice à régler. Elle a tendu la hand la première, ce qui m'a surprise. Un message vocal, formel, le genre de message qu'on laisse quand on a décidé que l'autre personne doit être gérée. Elle voulait qu'on se voie. Elle voulait, disait-elle, mettre ces désagréments derrière nous pour le bien de Desmond. Nous y sommes allés, tous les deux. Non pas parce que nous lui devions quoi que ce soit, mais parce que Desmond voulait lui dire les choses en face, et je pense qu'il en avait gagné le droit. Elle avait fait servir le café dans le grand salon, celui avec le grand-père au-dessus de la cheminée. Elle a commencé comme elle commençait toujours, comme si nous étions ceux qui avaient besoin d'être cadrés. Les esprits s'étaient échauffés, a-t-elle dit. Des choses ont été dites. Je suis prête à aller de l'avant si nous pouvons tous convenir d'être civils à l'avenir. Ce ne sont pas des excuses, a dit Desmond. Je ne vois pas ce pourquoi tu veux que je m'excuse, mon chéri. D'avoir pris à cœur le nom de cette famille. J'ai posé ma tasse. Vous m'avez giflé à mon mariage, ai-je dit, devant 200 personnes. Vous avez parlé de mes parents d'après leur odeur. J'ai gardé une voix posée, parce que la neutralité était la seule arme qui fonctionnait sur elle. Je ne suis pas ici pour des excuses. J'ai cessé d'en avoir besoin quelque part vers dimanche. Je suis ici pour vous dire ce qu'il en coûtera de rester dans nos vies, pour que vous puissiez décider. Elle m'a regardé comme on regarde un meuble qui se met à parler. Puis elle a essayé la méthode qui avait toujours marché, elle s'est tournée vers Desmond et sa voix s'est adoucie dans le registre qu'elle devait utiliser avec lui depuis qu'il était petit blessé, raisonnable, chaleureuse. Mon chéri, je t'ai élevé. Je t'ai donné tout ce que tu as. Vas-tu vraiment jeter ta famille pour un malentendu lors d'une fête? Elle a laissé ses yeux briller. La famille, c'est la famille. On n'a pas de mère. Ces meux étaient faits d'une main de maître. 1 an plus tôt, cela aurait pu marcher sur moi, même assise là, cette impulsion à être raisonnable, à être celle qui plie pour que la pièce se détende. J'ai senti le vieux réflexe remonter. Celui qui voulait dire quelque chose d'apaisant, prendre une part du blâme, réparer l'inconfort en me rapetissant. J'ai vu Desmond le ressentir aussi. J'ai vu 34 ans de conditionnement se resserrer autour de lui. Et puis il m'a regardé, et il ne s'est pas rapetissé. Ce n'était pas un malentendu, maman, a-t-il dit doucement. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu le sais toujours. C'est bien là tout le problème. Rien de tout cela n'a jamais été un accident. Elle s'est redressée comme si elle avait été touchée par quelque chose de froid. Si vous voulez faire partie de la vie de ce mariage, ai-je dit, dans notre foyer un jour, autour de nos enfants, vous me traiterez comme la femme de votre fils, et vous traiterez mes parents comme de la famille parce qu'ils en sont. C'est le prix pour que la porte reste ouverte. Ce n'est pas une punition, c'est juste le prix. Et si je n'accepte pas vos conditions? Alors la porte se ferme, a dit Desmond. Et c'est votre choix, pas le nôtre. Nous ne la claquons pas. Nous ne allons juste plus continuer à la tenir ouverte pendant que vous décidez si nous valons la peine de la franchir. Elle a souri alors, et son sourire était plus mince que son sourire de mariage. Elle a dit quelque chose sur l'ingratitude, et sur la façon dont elle avait bâti une vie que nous ne pouvions pas imaginer. Et Desmond a posé sa tasse et s'est levé. Il a retiré une clé de son trousseau, la clé de cette maison,
la maison où il avait grandi et l'a posée sur la table basse à côté de la crème à laquelle personne n'avait touché. Gardez la pièce préparée pour moi si vous voulez, a-t-il dit. Je ne viendrai plus m'y asseoir. Et nous sommes partis. Elle ne nous a pas arrêtés. Il n'y avait pour une fois aucun public devant lequel jouer sa pièce. Et j'ai remarqué que les gens qui ne s'adressent jamais qu'à une foule ne savent pas toujours quoi dire à une pièce vide. Les conséquences, lorsqu'elles sont arrivées, ne sont pas venues de nous. Je veux être clair là-dessus parce que cela compte pour moi. Nous n'avons appelé personne. Nous n'avons pas raconté son histoire en ville. Je n'ai jamais publié un seul mot. Mais la salle avait été pleine de monde, et les gens parlent. Et pire que parler, les gens se retirent simplement. Au cours des semaines suivantes, la Ligue, la chose autour de laquelle Béatrice avait construit tout son être, la présidence qu'elle occupait depuis 11 ans est passée silencieusement à autre chose sans elle. Un vote lors d'une réunion à laquelle elle n'a pas assisté, un nouveau nom en haut du bulletin d'information. Personne ne l'a chassé. Ils ont juste cessé de lui garder une place. Les photos de Béatrice avec les grands ciseaux sont descendues du site web de la Ligue une par une, remplacées par quelqu'un d'autre avec de nouveaux ciseaux. La famille de Poppy Ashworth, il s'est avéré, a été l'une des premières à faire un pas en arrière. Le patronage même dans lequel Béatrice avait essayé de marier son fils avait disparu, non pas parce que j'avais fait quoi que ce soit, mais parce qu'on ne peut pas être le patron d'une femme de la fête de laquelle on est sorti. Je ne me suis sentie triomphante de rien de tout cela. Je me suis sentie plus proche de la sobriété. Voilà de quoi sa vie avait été faite tout ce temps, d'accord. Et quand l'accord a pris fin, il restait si peu de choses. La partie la plus étrange était petite, humaine, et s'est produite dans un magasin d'alimentation. J'achetais des œufs, de toutes choses, quand une femme que j'ai reconnue du mariage, l'une des personnes du cercle de Béatrice, l'une de celles qui avait ri, a arrêté son chariot en me voyant. Pendant une seconde, je me suis préparé. Puis elle a dit doucement, j'ai l'intention de vous dire que ce qu'elle a fait était mal. J'aurais dû dire quelque chose sur le moment et je ne l'ai pas fait. Et je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Elle n'a pas attendu que je l'absolve. Elle avait juste besoin de le dire de la façon dont les gens ont besoin de poser une chose qu'ils ont portée. Elle a roulé son chariot plus loin et je suis resté là avec un carton d'œufs, en comprenant que c'était la forme réelle de la chose. Pas un tribunal, pas un scandale, juste personne après personne décidant silencieusement dans les magasins d'alimentation et sur les parkings qu'ils n'auraient pas voulu avoir ri. C'est un verdict plus lourd que tout ce que j'aurais pu rendre. Il est venu de partout, et je n'ai jamais eu à lever le moindre petit doigt pour cela. Desmond, pendant ce temps, a fait la chose pour laquelle je l'aime le plus aujourd'hui, il ne s'est pas contenté de prendre position à un mariage et de considérer que c'était fait. Il a continué à choisir, par de petits moyens sans éclat, chaque semaine. Il a commencé à descendre à Jacksonville lors de ses jours de repos. Il s'est reconnecté avec Caleb lentement, patiemment, les deux reconstruisant 4 années perdues, une mauvaise blague à la fois. Et un après-midi, il est rentré à la maison avec un formulaire de la base. Une chose de routine, la paperasse où l'on indique qui appeler s'il vous arrive quelque chose. Il y avait inscrit les noms de mes parents, Vincent et Clara Miller. Tu peux mettre n'importe qui, ai-je dit. Ce n'est pas obligé d'être. Ce sont eux qui viendraient, a-t-il dit, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Si c'était le milieu de la nuit et que ce soit grave, ce sont eux qui monteraient dans le camion, alors ce sont eux que je mets. C'est la semaine où Gérald est apparu pour la première fois au dîner. J'ai levé les yeux de la caisse un après-midi et il se tenait sur le pas de la porte, le père de Desmond, dans son bon manteau, sans entrer et sans partir. Comme un homme au bord d'une eau dans laquelle il n'est pas sûr d'avoir le droit d'entrer. Mon père l'a vu aussi. Aucun d'eux n'a rien dit ce jour-là. Gérald a juste regardé la pièce pendant un moment à la longue table, le mur de photos, puis il a hoché la tête une fois à personne en particulier et est parti. Mais j'ai compris que quelque chose avait bougé. Il est revenu. Puis ce fut dimanche, et nous avons roulé jusqu'au dîner pour voir ce que Caleb avait à nous dire. Le dîner était fermé au public, comme tous les dimanches. Ma mère avait trop cuisiné, comme elle le fait toujours. Caleb était déjà là quand nous sommes entrés, à la longue table près de la fenêtre. Et je l'ai remarqué la seconde où nous sommes franchis la porte, la chaise à côté de lui, la chaise qui avait été vide et préparée pendant 4 ans, avait une assiette devant elle qui était utilisée. Il ne s'asseyait plus à côté de la chaise gardée. Il s'y asseyait comme un homme qui vivait ici.
Il a attendu que nous ayons mangé. Puis il a repoussé son assiette, a croisé les mains et m'a regardé. J'ai besoin de vous dire quelque chose à tous les deux, et j'ai besoin que vous ne soyez pas en colère contre vos parents quand j'aurai fini. Il a jeté un coup d'œil à mes parents. Ma mère s'était figée près des fourneaux. Mon père a posé son café. Parce qu'ils n'ont gardé le silence que parce que je le leur ai demandé. Je ne comprenais pas encore. La honte de Desmond a trouvé la mienne sous la table. En janvier, a dit Caleb, tu m'as montré une photo. Il m'a regardé. Tu en étais si fier. Tu m'as appelé pour me dire que vous aviez fixé la date et tu m'as envoyé une photo de vous deux. Et j'ai regardé cette photo, Mathilda, et je connaissais l'homme dessus. La pièce est devenue très silencieuse, avec pour seul bruit celui de la cafetière. C'était la photo de Brick, a-t-il dit, et sa voix a flanché. Je veux dire, c'était Desmond. C'était l'homme pour qui je suis resté en l'air. L'homme que j'ai passé 3 ans à me dire que j'avais perdu. Il a secoué la tête lentement, comme s'il ne pouvait toujours pas en faire tout à fait le tour. La femme qui m'a appris à marcher a nouveau épousé l'homme pour lequel j'avais marché dans le feu, et aucun de vous deux n'en avait la moindre idée. Je me suis tourné vers mes parents. Ma mère avait une hante pressée à plat contre sa poitrine. Mon père regardait la table. Vous le saviez, leur ai-je dit. Au mariage. C'est pour ça que vous étiez si calme. Je le leur ai dit, a dit Caleb avant qu'il ne puisse répondre. J'ai appelé ton père le soir même où j'ai assemblé les pièces. Je lui ai dit qui était Desmond pour moi, et je lui ai demandé. Je le lui ai supplié, honnêtement, de garder le secret parce que ce n'était pas à moi de faire tout exploser. C'était ton mariage. C'était ton jour, et un homme mérite d'être trouvé par sa propre vie, pas d'être piégé par la mienne à l'hôtel. Il a regardé Desmond. Je me disais que je viendrais au mariage, que je m'assierais au fond, et que je te trouverais après quand tout serait calme. Me réintroduire autour d'une bière, pas devant 200 personnes. Je n'ai jamais prévu de me lever. Je ne me suis levé que parce que ta mère a posé les mains sur ta femme. La voix de Desmond, quand elle est venue, était rauque. J'ai passé 3 ans à penser que j'étais le gars qui t'avait laissé disparaître. Que j'avais été sauvé et que je n'avais même pas pu garder l'homme qui m'avait sauvé. Tu ne m'as pas laissé disparaître, a dit Caleb. J'ai disparu exprès. J'étais tellement bas après tout ça à ma famille, la jambe que je ne pouvais pas supporter l'idée que tu me vois comme ça. Le gars avec qui tu volais pouvait voler. Je ne voulais pas être l'image du avant dans ta tête. Alors j'ai coupé le cordon. C'est ma faute, pas la tienne. Il a regardé ses mains. Et puis un dîner m'a recueilli et une infirmière m'a appris à marcher. Et quelque part là-dedans, j'ai cessé d'être l'image du avant, même pour moi-même. Au moment où j'ai valu la peine d'être rappelé, j'avais laissé passer trop de temps pour savoir comment le faire. Et puis tu lui as demandé de t'épouser, et elle m'a appelé pour me le dire, et vous étiez là tous les deux sur une photo. Il a presque souri. L'univers a le sens de l'humour. Il me t'a rendu à travers elle. C'est toi qui étais le mur, a dit Desmond, les yeux mouillés. Pas moi. Jamais moi. Non, a dit doucement Caleb. C'était toujours nous deux. J'ai découvert plus tard exactement ce que cela avait coûté à mes parents. 3 mois. Pendant 3 mois, ils avaient su que leur fille épousait l'homme que leur fils adoptif avait sauvé, et ils n'avaient rien dit. Ils m'avaient laissé avoir mes fiançailles ordinaires, heureuses, sans me douter de rien, parce que Caleb le leur avait demandé et parce qu'ils comprenaient quelque chose que je ne faisais que commencer à apprendre, que l'amour est très souvent la chose qu'on ne dit pas. Le secret qu'on porte pour que quelqu'un d'autre puisse être heureux dans le noir un peu plus longtemps. Tu aurais pu me le dire, ai-je dit à ma mère. Oui, a-t-elle dit. Et cela aurait été à propos de lui, et à propos de Desmond, et à propos du passé. Et je voulais une saison où ce soit juste à propos de toi. Elle s'est essuyée les mains sur son tablier, ce qu'elle fait quand elle ne veut pas qu'on les voie trembler. Laisse-moi avoir eu cela. Je t'ai donné une fois. J'ai le droit d'avoir voulu que la journée soit la tienne. Desmond s'est levé. Il a fait le tour de la table jusqu'à Caleb, et Caleb s'est hissé au-dessus de la table de la façon dont il l'avait fait au mariage, et tous les deux se sont serrés fort pendant un long moment. J'ai détourné le regard parce que certaines choses ne se regardent pas. Quand ce fut fini, ma mère a fait la chose qui y a mis un terme. Elle a tiré la chaise à côté de la mienne, une chaise ordinaire, sans rien de spécial.
Et elle a préparé une place devant, la fourchette à gauche, le couteau à droite, le verre à l'endroit. Et elle a regardé Desmond. Assieds-toi là, a-t-elle dit. C'est à toi maintenant. On ne la reprend pas. Il s'est assis. Mon mari, qui avait grandi dans une maison où sa place à la table dépendait de son comportement, s'est assis sur une chaise qui serait la sienne, qu'il la mérite ou non, pour le reste de sa vie. Et je l'ai regardé comprendre ce que cela voulait dire. Il avait perdu la table d'une famille et s'était vu offrir celle d'une autre, et la seconde, s'il s'avérait, était du genre qu'on ne vous retire pas. La chaise qui avait été gardée vide pendant des années était pleine, et il y avait une nouvelle place dressée pour lui. J'ai regardé autour de cette table, mes parents, mon mari, l'homme que ma famille avait rattrapé quand sa propre famille l'avait laissé tomber. Et j'ai enfin compris la chose que ma mère avait essayé de m'apprendre toute ma vie avec une fourchette et une chaise vide. Elle ne gardait pas un siège pour une personne. Elle gardait une promesse sur le genre de famille que nous allions être. Une famille sans bout de table. Une famille où votre place ne montait ni ne descendait selon que vous étiez utile, impressionnant ou commode. Béatatrice avait passé un an à essayer de m'apprendre que l'appartenance se mérite, qu'elle peut être accordée et révoquée, que certaines personnes s'asseyent près et que d'autres s'asseyent près des portes de la cuisine. Et ici, dans un dîner près du Lien Boulevard, se trouvait toute la réfutation, dressée avec une fourchette à gauche et un verre à l'endroit. Je vous ai dit au début que pour comprendre l'homme qui s'était levé, il fallait comprendre une chaise. Maintenant, vous comprenez les deux. Le mariage était en avril. Nous sommes en mai maintenant. Un dimanche ordinaire. Et je veux vous raconter comment cela se termine, parce que cela se termine petit, comme le font les vraies choses. Nous étions au dîner, nous tous, quand Gérald est entré. Il venait depuis quelques semaines déjà d'abord en se tenant sur le pas de la porte, puis en s'asseyant au comptoir avec un café, puis progressivement plus près. Cette fois, il est entré jusqu'au bout, s'est arrêté à quelques pieds de la longue table, tenant son chapeau dans ses mains comme un homme qui n'était pas sûr d'être le bienvenu. « Je ne m'attends pas à une place », a-t-il dit. Mon père s'est levé. Il est allé vers le mur, a pris une chaise supplémentaire, l'a apportée et l'a posée à la table. Il l'a tirée. Dans ce dîner, a-t-il dit, vous n'avez pas besoin d'en mériter une. Gérald s'est assis. Il n'a pas dit grand-chose. Ce n'est pas un homme qui parle beaucoup. Je pense qu'il a passé 40 ans marié à quelqu'un qui faisait tous les discours. Mais il est revenu le dimanche suivant, et celui d'après. Il ne nous a jamais demandé de choisir entre lui et Béatatrice. Et nous ne lui avons jamais demandé de choisir non plus. Il a juste commencé à se présenter à la table où se présenter était la seule chose qui ait jamais été exigée. Il m'a dit une chose une fois, des semaines plus tard, devant une part de la tarte de ma mère. Il a dit, je l'ai regardé le faire pendant 40 ans à d'autres personnes, à moi. Je me disais toujours que ce n'était pas mes affaires de l'arrêter. Il a retourné sa fourchette. Il s'avère que ça l'était. Je n'avais juste pas le cran jusqu'à ce que je la voie te le faire à toi au mariage de mon propre fils, et que je regarde autour de cette pièce sans pouvoir trouver une seule personne qui pensait qu'elle avait raison. Pas une seule. Il ne m'a pas demandé de lui pardonner pour ses 40 ans de silence. Il a juste continué à venir à la table, ce qui est sa propre forme d'excuse, le genre qui se montre au lieu d'expliquer. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de Béatatrice à partir d'ici. Aux dernières nouvelles, elle a toujours la maison, les perles et le portrait du grand-père, et beaucoup moins de monde à qui les montrer. La Ligue est passée à autre chose. Les galas continuent sans elle. Je n'en tire aucun plaisir. J'ai réfléchi à la question de savoir si je devrais en tirer, et j'ai décidé que non. Elle n'a rien perdu que je lui ai pris. Elle a perdu le public qu'elle avait confondu avec une vie. Et elle l'a perdu parce que 200 personnes ont vu qui elle était dans le temps d'une gifle et ont silencieusement décidé qu'elle préférait être ailleurs. Peut-être qu'un jour elle frappera à la porte du dîner. Mon père tirera une chaise si elle le fait. C'est la chose énervante et magnifique chez les gens comme mes parents, le prix d'entrée est seulement et toujours que vous soyez prêt à vous asseoir en tant qu'égal. Béatatrice ne sera peut-être jamais capable de le payer. C'est à elle de le régler, pas à moi. Je ne sais pas si Béatatrice viendra un jour à cette table. J'ai cessé d'avoir besoin qu'elle le fasse. Certaines personnes apprennent et d'autres deviennent simplement plus silencieuses. Et ce n'est pas mon travail de savoir à l'avance laquelle des deux elle sera. Ma pièce de monnaie est sur le mur maintenant. La pièce de Caleb,
La pièce de l'escadron, celle qui a vécu dans la poche de ma blouse puis dans l'ourlet de ma robe de mariée. Ma mère l'a encadrée, petite et simple, et l'a accrochée au mur des photos du dimanche. Et personne qui entre dans le dîner ne sait ce que c'est ni ce qu'elle a coûté. Et c'est très bien ainsi. Nous le savons. Je pensais que Béatatrice parlait de géographie quand elle me disait de ne pas oublier d'où je venais. J'ai oublié pendant un moment. J'ai oublié exprès parce que j'avais honte de la Grèce, du vieux café, d'un père qui ne se dispute pas et d'une mère qui cuisine trop. Il a fallu qu'une femme me gifle à mon propre mariage pour me le rappeler. Laurent, il s'avère, ce n'est pas l'endroit où vous êtes assis. C'est qui tire une chaise quand vous tombez. La chaise à notre table n'est plus vide maintenant, mais ma mère cuisine toujours trop, et il y a toujours une assiette supplémentaire au bout la plupart des dimanches, préparée et en attente. Au cas où, dit-elle quand je lui demande pour qui elle est. Il y a toujours de la place. Voici donc ce sur quoi je vais vous laisser, et j'aimerais honnêtement savoir ce que vous en pensez. J'ai tracé une ligne dure avec une femme qui est, quoi qu'elle soit d'autre, la mère de mon mari. Je ne me suis jamais vengé. Je ne l'ai jamais faite souffrir. J'ai juste fermé une porte et je l'ai laissé décider d'y frapper ou non. Certains d'entre vous penseront que c'était bien. Certains d'entre vous penseront que c'était froid, que la famille c'est la famille, que j'aurais dû continuer d'essayer. Dites-moi, auriez-vous gardé la porte ouverte? Ou auriez-vous fixé le prix comme je l'ai fait et la laisseriez-vous choisir? Je sais d'où je viens maintenant. C'est un dîner près de Lien Boulevard, une longue table près de la fenêtre, et une chaise que personne n'a le droit de vous enlever. Il y a toujours de la place, mais il faut savoir comment s'y asseoir.